En vrai, les gens sont pas bêtes. On a tendance à dire, ouais, les gens sont cons, les gens aiment la merde ou je ne sais quoi. Mais en vrai, les gens sont pas bêtes. Parce Mhm. que s'ils voient que tu n'es pas sincère dans ce que tu fais, il y a un feeling qui va pas passer. Il y a un truc qui va pas. Et tu vas Mhm. pas être happé et attendre la nouvelle vidéo du mec parce qu'il y a quelque chose. Et je suis convaincu que les gens sont intelligents et que les gens, d'une manière ou d'une autre, arrivent à remarquer ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'être sincère dans ce que tu fais. Et être sincère dans ce que tu fais, ça ne veut pas dire étaler ta vie sur les réseaux sociaux. Ça veut simplement être profondément en adéquation avec les valeurs que tu prônes. Bienvenue au Café Change, donc le podcast qui interroge l'existence. Ici, nous traitons les thématiques relationnelles, affectives et sociétales. Et pour cela, aujourd'hui, notre invité, c'est Cédric Lifestyle. Cédric, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super et toi, je suis super content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Hâte qu'on papote pendant ce petit temps. J'ai vraiment hâte. Ouais, écoute, c'est vraiment un plaisir aussi. J'ai eu la chance de tomber sur ton profil. Il m'a vraiment fait tilt par rapport à l'aspect, bah, déjà, tout d'abord, par rapport à ton pseudo, Cédric Lifestyle. Alors, bon, j'imagine qu'il y a des gens en fait qui se demandent c'est quoi exactement un lifestyle. Pas juste la définition de l'anglais au français, ça veut dire quoi en fait? Ouais. Bah alors, bon, effectivement, de la traduction littérale de l'anglais au français, donc lifestyle, c'est style de vie. Après, effectivement, à quoi correspond le style de vie, ça, c'est encore autre chose. Euh, pour moi, je dirais que c'est trouver un rythme dans lequel on arrive à s'épanouir et peu importe ce que ça veut dire. C'est-à-dire que globalement, chacun va avoir un peu son style de vie à lui. Donc ça peut être, moi je sais que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, il y a des gens qui vont faire moins de sport, mais je pense que l'important effectivement c'est de s'épanouir dans son style de vie. Et du coup moi ce que je fais quand je fais Cédric Lifestyle, c'est bah moi je présente mon style de vie, ça Mhm. moi ça me fait kiffer. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui ont des demandes sur comment est-ce que je fais ci ou comment est-ce que je fais ça. Et moi, simplement, avec toute l'humilité que je dois avoir par rapport à ça, présenter comment est-ce que moi je fais les choses, comment est-ce que je vis ma vie, qu'est-ce que je trouve pertinent de faire ou de ne pas faire. C'est ce que j'essaie de transmettre et c'est vraiment le sens que je donnerai à ce pseudo Cédric Lifestyle. Limite, si on voulait faire du bon anglais, j'aurais dû mettre l'apostrophe S pour dire c'est le lifestyle de Cédric. Ouais. Et voilà son schéma de pensée, de ouais, quelles sont les expériences qu'il a marquées. Et c'est vraiment d'ailleurs comme ça que j'ai commencé parce que au tout début, quand je me suis lancé sur les réseaux, bon, alors au tout début, il n'y avait pas de perspective de se retrouver en podcast avec toi et tout ça, c'était pas aussi développé. Il n'y avait pas non plus forcément d'opportunité de gagner sa vie avec. Mhm. Mais moi, mon objectif, c'était, je crois que j'avais genre quelque chose comme 16 ans et je me suis mis au sport. J'ai commencé là-dessus, le sport, le fitness. Et je me suis dit, bon, je ne suis pas coach, je ne prétends pas être coach, j'ai été renseigné, quand même bien entouré. Et je me suis dit, bon, bah, ça peut être intéressant en tant que jeune qui commence le sport de partager un peu son retour d'expérience. Voilà, je ne suis pas Mhm. coach. Bon, j'ai fait ça et si ça peut aider, let's go, autant s'entraider tous ensemble. Et c'est vraiment là que ça a marché. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de gens qui étaient dans la même situation que moi. Beaucoup de jeunes qui Mhm. disaient, bon, bah, je vais me mettre au sport, machin, etc. Et au fur et à mesure, au-delà du fitness, de l'aspect fitness, c'est pour ça que je ne m'appelle pas Cédric Fitness, du coup, mais Cédric Lifestyle, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai eu d'autres problématiques qui se sont mises devant moi et sur lesquelles j'ai dû réagir. Mhm. Et je me suis dit, bon, bah, de la même manière que j'ai fait ça sur le fitness, bah, pourquoi pas partager ça sur les relations, sur la motivation, sur le travail, voilà, Mhm. etc. Donc voilà, globalement, ce qui est le lifestyle pour moi et dans quelle mesure est-ce que ça s'intègre à mon compte, à Cédric Lifestyle, voilà. C'est vraiment Cédric qui partage son style de vie, ce qui fait en sorte de l'épanouir et toutes les réflexions qu'il a autour de ça. Mhm. Tu dis que tu as commencé par la musculation, mais comment est-ce que tu as su que c'était ça qui allait peut-être t'apporter ce que tu recherches? Parce que je pense que comme beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans de manière sérieuse, il y avait quand même certaines frustrations. Moi, frustration première, je dirais que c'était ouais, un peu le regard des autres. C'était une période où j'avais globalement arrêté de faire du sport. Je faisais pas mal de sport avant. Je faisais du judo, j'ai même fait de la danse en mode breakdance, etc., du foot. Mhm. Et en fait, il y a eu un moment où tout m'a saoulé. J'ai arrêté. Et à ce moment-là, genre, j'ai pris du poids. J'ai commencé à, voilà.
et commence à avoir des petites remarques, voilà, au collège, lycée, machin. Et je pense que c'est à ce moment-là où ça m'a fait ce déclic. Et je me suis dit, bon, bah, je veux me remettre en forme. Et moi, du coup, c'est ça qui m'a lancé et qui, après, m'a permis d'évoluer. Et c'est vraiment ça qui m'a fait rentrer dedans. Ouais. Mais du coup, moi, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles par rapport au regard des autres? Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours au travail? Est-ce qu'on sera toujours en travail? T'en penses quoi? Alors, ouais, bah, je pense que, et j'espère qu'on continue d'apprendre tout au long de notre vie. Je pense que sinon, on s'embêterait un petit peu. Et j'espère que je continuerai d'apprendre et je vis ça au maximum. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé au début par rapport au regard des autres. Parce Hmm. que dans la mesure où je me dis, j'ai commencé la muscu pour le regard des autres en partie, il faut être Mhm. réaliste, et que j'ai commencé à avoir des bons résultats, et que justement j'avais l'effet inverse avec des gens qui me disaient, punaise, waouh, t'as grave pris, t'es grave bien, machin, etc. Bah, Mhm. je me suis dit, bon, un peu objectif accompli. Et en fait, c'est intéressant parce qu'une fois qu'il y a ce premier pas qui effectivement donne confiance un peu par rapport au regard des autres, en fait, il y a un peu une ambivalence un peu bâtarde, mais qui est très intéressante. Et c'est là que je pense que tout le travail commence. C'est que malgré tout, premièrement, euh, on n'a jamais fini de se préoccuper du regard des autres. Ok, maintenant je suis bien physiquement, très bien. Mais il y a, finalement, tu te rends compte qu'il y a d'autres trucs sur lesquels bah, tu as peur, etc. Donc en fait, ça aide dans un premier temps. Ensuite, tu te rends compte que bah, moi, après, j'ai continué à faire de la muscu, mais pour mon plaisir personnel. Ouais. Donc ça m'a aidé sur le regard des autres. Et en fait, ça m'a poussé aussi à me poser d'autres questions et à réagir dans d'autres situations parce que le regard des autres, d'une autre manière, me faisait peur ou pouvait être pesant d'une autre manière. Et ça m'a pas mal aidé à me dire, bon, bah, j'ai fait ça pour le sport, le fitness, bon, bah, go faire ça, mais sur d'autres aspects de ma vie. Et je pense que c'est ça qui a ouais, joué au niveau du regard des autres. Donc, ça m'a aidé et ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres problématiques que j'avais, mais que j'ignorais carrément. Et du coup, les autres problématiques, elles étaient en lien avec les autres, en lien uniquement avec toi. Est-ce que tu as fait un repli sur toi-même, finalement, un regard plus intérieur, ou est-ce qu'on est encore dans la relation avec le reste? Bah, il y a vraiment des deux. Mhm. C'est-à-dire que bah, par rapport à soi, une fois par exemple que j'avais obtenu mon objectif pour la muscu, bah, c'est le moment où il y a pas mal de gens qui se perdent parce que quand tu as cet objectif-là, tu es là, tu poursuis cet objectif, tu Ouais. t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. Mais en fait, une fois que tu l'atteins, alors sur le coup, tu es super satisfait, mais tu as un peu un retour de flamme quelques jours plus tard où tu te dis, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et presque sur le coup, tu as un peu une perte de sens en fait, Ouais. où d'un coup tu te retrouves face à un vide, face à Mhm. rien, parce que tu savais que tu avais un objectif, tu visais cet objectif-là, tu l'as atteint, et maintenant il n'y a rien devant toi, et c'est le moment où ça peut faire vachement peur, parce que tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas où Mhm. aller, et à un moment donné, il faut prendre une direction quand même. Donc ça, c'est vraiment par rapport à soi, où tu te dis, bon, bah, tu cherches une nouvelle quête de sens, d'une Mhm. certaine manière. Et donc ça, c'est pas facile. Et effectivement, ça nécessite une introspection vraiment sur soi, de se dire, bon, bah, profondément, et c'est ça qui est vraiment intéressant, et c'est ça, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment reconnaissant aussi, et qui m'a apporté le sport dans ce premier dépassement de soi, c'est que c'est le moment où tu commences vraiment à faire une introspection profonde de toi et de qu'est-ce que tu aimes vraiment fondamentalement, qu'est-ce Mhm. que tu veux, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce qui t'est arrivé avant ou qu'est-ce qui t'arrivera après. Donc, ouais, en ce sens, il y a une forme, on se reclue un peu sur soi-même un temps avant de trouver une nouvelle finalité. Et après, par rapport aux autres, bah, il y a quand même le regard des autres qui peut être pesant ou sur lesquels la majorité des gens s'inquiètent ou se posent Ouais. des questions. Et ça, il y en a 10 000, mais pour donner un ordre d'idée, moi je sais qu'une pression que j'ai pas mal ressentie, c'est une pression d'un point de vue professionnel, de se dire, bon bah ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais ci, il faut que je fasse ça, faut que je rende papa et maman fiers de ci, il y a telle chose qui Ouais. est arrivée, machin, j'ai pas envie d'échouer pour telle ou telle raison. Et ça, c'est une autre peur, par exemple, qui a existé et sur laquelle bah, j'ai beaucoup travaillé et sur laquelle Mhm. je travaille aussi. Mhm. Et tu continues à travailler dessus aujourd'hui?
Aujourd'hui, je continue de travailler dessus. D'un point de vue professionnel, surtout quand je me suis lancé pleinement dans mon activité professionnelle, d'entrepreneuriat, de aider les gens au maximum, de commencer à faire du coaching aussi pour les gens, de commencer à travailler avec des marques, de Mhm. faire du contenu. En fait, avant ça, il faut savoir que j'ai fait une fac de droit, j'ai fait une licence de droit parce que après mon bac, je faisais déjà tous ces trucs sur les réseaux sociaux, mais c'était pas vraiment sérieux et je pouvais pas encore vraiment gagner ma vie avec. Donc, je me Mhm. suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Et du coup, je me suis lancé sur la fac de droit. Je trouvais ça vraiment intéressant, franchement, c'était vraiment génial. Et ça m'a énormément apporté, ça m'a vraiment donné un bagage passif que j'ai pu utiliser sur plein de choses et même dans mon travail actuel. Un exemple tout bête, c'est par exemple de la rédaction de contrat. Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat ni rien, mais j'ai quand même cette culture juridique qui me permet de comprendre de manière facile les contrats parce que parfois il y a des tournures de phrases difficiles. Donc, c'est Ouais. quelque chose, si tu n'as pas forcément appris, il faut comprendre. Il y a du raisonnement juridique pour se dire, OK, mais s'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Mais du coup, pour en revenir, ouais, c'était très intéressant. Et en fait, assez rapidement dans ma fac de droit, je crois que c'était au bout de la première ou deuxième année, Mhm. euh, je- j'ai commencé à avoir des propositions de marques pour collaborer. Et je me suis dit, mais attends, en fait, je peux gagner ma vie avec. Mhm. Et du coup, je faisais un peu les deux en même temps, la fac de droit à moitié, les vidéos à moitié, les trucs. Et ça, je réfléchissais, bon, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie, encore une fois? Et moi, je pense que ce dont j'avais envie au plus profond de moi-même, c'était de faire tout ce truc-là, d'aider les gens, de participer. Et d'un autre côté, ça faisait peur parce que ça peut foirer à tout moment, quoi. C'est de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et j'avais aussi, du coup, la pression des autres qui est, moi, plutôt la pression familiale qui est en mode, bon, bah, fais tes études, fais ci, fais ça, c'est sûr, on sait que, machin, etc. Et donc, c'était beaucoup de pression, c'était vraiment pas facile. Le pacte, ça a été de se dire, OK, je finis ma licence de droit, je valide ma licence de droit, et ensuite, je prends une année sabbatique pour voir ce que ça donne. Mhm. Donc, j'ai fini ma licence, j'ai eu mon diplôme de droit qui ne me permet de rien faire globalement. Il faudrait que je fasse un master parce qu'aujourd'hui, tu ne fais plus rien avec une licence de droit. Mais bon, au moins, j'ai rempli ma part du contrat. Et après, je me suis lancé. Et c'est là que les emmerdes ont commencé, si je puis dire, parce que c'est vraiment là que la pression a commencé à être vraiment, vraiment forte. Parce que c'était la première fois que je me lançais là-dedans. Et en fait, tu te rends compte que tu ne connais rien, que tu dois tout réapprendre, Mhm. tout apprendre, tout réapprendre, tout reconceptualiser. Et franchement, c'est un voyage, c'est un chemin qui est incroyable, mais c'est vraiment flippant, tu vois. Et je me Mhm. rappelle, du coup, la première année, l'année test, c'était vraiment pas facile. J'en avais vraiment du mal à dormir parce que j'avais beaucoup de pression. Les objectifs de base n'étaient pas forcément atteints. C'est difficile. Et derrière, tu as la pression. Des gens, le regard des autres, la famille qui dit mais attends, mais t'as voulu faire ci, t'as voulu faire ça. Ouais. Et euh, malgré tout, ils ont toujours été très soutenants. Et finalement, je pense que ça a été très positif parce que en vrai, ils ont toujours été très soutenants dans ce que je fais, de m'apporter de la valeur ajoutée, de comprendre que je peux m'épanouir là-dedans. J'ai pas vraiment techniquement été directement freiné, mais il y avait des moyens subtils de me faire dire que frérot, voilà quoi, faut que ça fonctionne. Et donc, j'avais quand même cette pression et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé, notamment l'année dernière. Là, du coup, je pense que je rentre dans la deuxième année où je fais ça à plein temps. Donc, l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai dû faire beaucoup de méditation, beaucoup d'hypnose pour apprendre à canaliser mes pensées parce que je suis quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Parfois, je m'embourbe dans des histoires Ouais. incroyables. Et donc, ouais, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, de me dire, en fait, frérot, fais-toi kiffer, fais ce qui te fait kiffer, et ça va le faire, peu Mhm. importe ce qui se passe et peu importe le regard des autres. Et c'est vraiment pas facile. J'ai beaucoup progressé dessus. Globalement, en vrai, aujourd'hui, ça va. Mais je me rends compte, parfois, il y a des petits trucs. Tu sais, globalement, tout va bien, mais parfois, à un moment donné, il y a un petit truc, une petite remarque qui te pique. Tu dis, mais attends, si ça me pique, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui fait que je suis pas 100% à l'aise, etc.
Et je pense que c'est bien aussi d'avoir cette humilité de dire, bon, bah, je suis arrivé là, mais j'ai encore quand même des choses à apprendre et de continuer à explorer un peu ses peurs. Ouais, c'est quelque Hmm. chose que j'adore faire, un peu explorer mes peurs pour pouvoir m'en délivrer, être pleinement libre psychologiquement de ce que je fais. Hmm. En parlant des remarques potentielles, c'est vrai que maintenant, donc, tu es dans le marché de la musculation, on va dire. Donc, c'est le corps, etc. Et au final, toi, tu as quand même un diplôme, une licence en droit. Est-ce Ouais. que parfois, on ne te fait pas des remarques où, justement, bah, on te traite comme une personne qui manque de niveau académique ou est-ce qu'il n'y a pas ce préjugé-là aussi sur les personnes qui ont un certain physique ou qui travaillent dans ce domaine-là? Euh, ouais, en fait, c'est. Après, ça, c'est un peu tout le monde du fitness, tu vois. C'est-à-dire que. euh, Ouais, il y a vraiment de tout. Et en fait, c'est assez difficile à exprimer parce qu'il y a énormément de gens bienveillants Hmm. et il y a aussi énormément de gens qui vont casser pour casser parce que je crois qu'il manque d'ouverture d'esprit et enfin, je crois qu'ils ont l'impression que si tu ne fais pas leur méthode, Hmm. il n'y a rien qui fonctionne. En mode, si tu ne fais pas ce truc-là ou si tu fais ce truc-là, c'est de la merde, ça ne va pas marcher. Hmm. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de ça, en mode tu es obligé d'avoir tel truc ou tel diplôme pour faire ci ou pour faire ça, ce qui est techniquement, je crois, pas forcément vrai. Effectivement, c'est intéressant, t'engranges des connaissances, évidemment, t'engranges de l'expérience, évidemment, et c'est tout l'intérêt, je crois, de tous ces diplômes-là. Mais finalement, l'expérience, tu peux l'acquérir par toi-même en t'informant et aussi en pratiquant beaucoup. Et je pense que c'est ça. Et encore une fois, c'est pour ça que je crois qu'il faut avoir quand même cette humilité de ne pas prétendre avoir la science infuse, de pas avoir cette prétention-là et de dire, bon, bah voilà, moi j'ai fait ci, ça a marché pour moi. Si tu le fais pour toi, normalement, ça devrait marcher parce qu'en vrai, quand même, globalement, le fitness, c'est quand même assez mathématique. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. C'est vraiment le corps. Donc, tu sais que si tu manges plus que ce que tu ne consommes, tu sais que tu vas prendre du poids. Tu sais que si tu manges moins que ce que tu consommes, Ouais. tu vas perdre du poids. Finalement, et tu sais que si tu lèves des poids en augmentant les charges, bah, tu vas prendre du muscle. Finalement, c'est quelque chose qui est assez mathématique. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, j'ai une forme d'incompréhension pour euh, les gens un peu trop droits qui ont la science, qui disent, pensent avoir la science infuse en disant cette technique-là, ce petit truc-là va faire que machin, si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. Mon bouclier contre ces réflexions-là, c'est vraiment l'humilité de dire ok, moi je sais que j'ai fait ci, j'ai fait ça a marché. Jusque-là, sur toutes les personnes que j'ai aidées, ça a marché aussi, on a d'excellents résultats. Donc, Hmm. ça me permet d'avoir confiance en moi et en ce que je fais. Après, si un jour je tombe sur quelqu'un sur qui ça ne marche pas, bon, bah, je dirais, bah, soit j'ai pas assez de connaissances, ou soit j'ai pas assez pratiqué. Mais bon, jusqu'à là, ça n'est jamais arrivé. Justement, est-ce que toi, lorsque tu as commencé, durant ta première année, est-ce que tu as eu un modèle, une personne que tu as suivie? Année de musculation ou vraiment année plus entrepreneuriat ou un peu les deux? Année de musculation et après, si tu veux bien, entrepreneuriat. Musculation, alors quand j'ai commencé, je pense que c'était des chaînes YouTube, je pense que c'était deux chaînes YouTube. Body Time au début avec qui j'ai commencé, où je regardais les vidéos, je trouvais ça très bien, c'était ludique, c'était simple, très bien. Thibaut InShape au début, quand il faisait vraiment des vidéos en mode vraiment conseil muscu, purement muscu, des bons trainings, c'était très sympa et c'était l'un des premiers à le faire aussi. Et Ouais. ça, c'était vraiment génial. Après aussi, je me suis beaucoup documenté en mode, je sais que j'aime bien lire et c'est quelque chose sur lequel, limite, c'est quelque chose que je m'impose parce que parfois on se dit, ouais, on trouve pas forcément le temps de lire. Et moi, c'est quelque chose un peu que je m'impose depuis un certain temps. Mais beaucoup de lectures, ouais, d'entraînement, et de très bons livres, que ce soit en termes d'anatomie, de comment bien s'entraîner, de diététique aussi. Donc, ouais, des Hmm. très bons livres et des trucs pas très compliqués finalement qui permettent d'avoir une approche facile. Donc j'aurais dit que c'était ça globalement mes modèles de début concernant le fitness et la musculation. Et après, concernant l'année entrepreneuriale, j'ai fait pas mal de lectures aussi. Mais là où j'ai énormément de chance et sur lequel je suis très reconnaissant, c'est que rapidement, j'ai quand même toujours été assez bien entouré avant même que je me lance à fond là-dedans. C'est-à-dire que j'ai des très très bons potes qui sont là-dedans, qui sont dans le business, qui sont dans les réseaux sociaux, etc.
Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. En partie, ouais, je pense que c'est des modèles à moi, dans le sens où je me suis vraiment inspiré d'eux sur ce qu'ils faisaient, sur leur éthique de travail, sur leur manière de voir le contenu, de créer le contenu, de donner de la valeur aux gens, parce que c'est ce qu'on cherche avant tout à faire. Et c'est quelque chose sur lequel beaucoup se trompent aussi. Mais Mm. c'est vraiment ouais, de réussir à faire kiffer les gens, peu importe ce que ça veut dire. Si tu es un gars du divertissement, ça va être de vraiment réussir à sortir un concept, un truc qui va faire rire la personne. Si c'est comme toi ou moi, où c'est plus ouais, du coaching un peu lifestyle, ça va vraiment être de donner de la valeur ajoutée pour aider les gens. Et ouais, et ces personnes-là qui sont des bons potes, c'est vraiment inspirant d'avoir pu échanger. Je continue d'échanger avec eux. Donc ouais, je pense que ça a été ça mes modèles. Ouais. Mhm. Tu dis que certains se trompent lorsqu'ils essaient de donner de la valeur ou lorsqu'ils parlent de valeur en termes de contenu. Alors, quelles sont ces erreurs à ne pas faire donc? Bah, erreur à ne pas faire, c'est déjà de base. Là, je donne un peu le secret aussi pour créer du bon contenu, mais on est là pour ça. Vas-y, balance les secrets, les secrets. Ah bah, alors, j'envoie des secrets. Bah, premier secret, et en vrai, c'est des réalités qui sont dures à penser de prime abord, mais finalement, c'est logique. C'est Hmm. que, en fait, quand tu débarques sur les réseaux sociaux, personne ne te connaît. Et je dis pas que personne n'a envie d'apprendre à te connaître, mais en fait, les gens s'en foutent littéralement de qui t'es. Donc, en fait, si moi, je crée un compte maintenant et que je disais, ouais, Cédric, il fait ci, il fait ça, mais que personne ne le connaît, tout le monde en a rien à faire de Cédric et personne ne va regarder le contenu. Hmm. Ou alors, les gens ont tendance à penser que leur contenu va être super intéressant parce que eux, ils trouvaient ça un peu intéressant, mais voilà, sans plus. Et ils pensent que ouais, ça va intéresser les gens, ça va faire le buzz parce que si ou parce que ça. Alors que je crois, et jusque-là, c'est ce qui marche, c'est bah, vraiment d'apporter de la valeur ajoutée aux gens, d'aider les gens foncièrement sur un truc. Et moi, j'ai basé tout mon contenu là-dessus, encore une fois. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est complexe, mais finalement, c'est extrêmement basique. C'est-à-dire que je t'ai dit tout à l'heure, ouais, moi, il y a tel truc sur lesquels j'ai dû travailler, et voilà, et ben c'est exactement ce que je propose aux gens. Et en fait, il y a énormément de gens qui sont dans la même situation. Hmm. Énormément de gens qui vont s'identifier. Et c'est ça aussi la magie du truc. Et c'est pour ça que quand des gens ils me disent, ouais, j'hésite à me lancer, j'ai peur de me lancer, je dis, mais vas-y, fonce, 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 fonce. Parce que, en fait, on a tous une sensibilité particulière, on a tous une histoire particulière qui va toucher certaines personnes et certaines personnes. Et moi, je sais que mon histoire et la sensibilité et la manière dont je fais les trucs, bah, parfois, il y a des gens qui ne vont pas être réceptifs à ce que je fais. Et c'est comme ça, on peut pas. C'est pas une question de plaire à tout le monde. C'est bon, des gens ne peuvent pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude. Mais en plus de ça, on ne peut pas forcément toucher tout le monde. Chaque Hmm. personne est différente. Et moi, c'est ça que je trouve beau et c'est ça que je recommande en secret numéro un. C'est au fond, on est tellement bien en étant nous-mêmes que si on donne profondément ce qu'on aurait voulu avoir et qu'on a travaillé dessus, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Si tu es sincère dans ce que tu fais, si tu donnes des conseils qui sont bons de manière globale et que tu es Hmm. régulier, que tu crées régulièrement du contenu, bah, c'est sûr que ça va marcher. Je vais résumer, si tu es un altruiste passionné, il y a vraiment moyen que ça marche. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, mais ça c'est marrant parce qu'on le voit très souvent quand même. Des gens qui font un buzz d'un coup, machin, pour quelconque raison, ou qui sont à un endroit à un moment donné, et qui soit perdent leur valeur de base ou peinent à se renouveler sur quelque chose et finissent, voilà, ou ouais, quand t'as pas la passion du truc, à un moment donné, il y a un moment donné où ça va bloquer. Et en vrai, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que en vrai, les gens sont pas bêtes. On a tendance à dire, ouais, les gens sont cons, les gens aiment la merde ou je ne sais quoi. Mais en vrai, les gens sont pas bêtes. Parce Hmm. que s'ils voient que tu n'es pas sincère dans ce que tu fais, il y a un feeling qui va pas passer. Il y a un truc qui va pas. Et tu vas pas Hmm. être happé et attendre la nouvelle vidéo du mec parce qu'il y a quelque chose. Et je suis convaincu que les gens sont intelligents et que les gens, d'une manière ou d'une autre, arrivent à remarquer ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'être sincère dans ce que tu fais. Et être sincère dans ce que tu fais, ça ne veut pas dire étaler ta vie sur les réseaux sociaux. Ça veut ouais, simplement être profondément en adéquation avec les valeurs que tu prônes.
Et toi, est-ce que donc tes valeurs, c'est quoi? C'est altruisme, le faire en mode conseil quand même, aider les gens. Finalement, c'est ça qu'on voit qui ressort beaucoup. Est-ce que tu as d'autres valeurs aussi? Moi, je pense que la principale autre que je dirais, ça serait l'empathie. Hmm. C'est réussir à se mettre à la place de l'autre pour comprendre comment il se sent. Et en fait, par extension, dans la manière dont tu vas lui parler, déjà, premièrement, ne pas l'offenser et aussi réussir plus facilement à trouver les mots justes pour pouvoir le toucher et faire naître la réflexion dans sa tête. Je pense aussi c'est ça qui est important, c'est que tu peux pas dire à quelqu'un fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que, bon, alors déjà, tu peux pas contrôler les gens, tu peux pas dire en disant fais ci, fais ça, la personne ne va pas le Hmm. faire. Il y a que si elle-même, elle a profondément envie de changer, que ça va le faire. C'est d'ailleurs souvent une question que je pose, c'est est-ce que, bon, tu as suffisamment envie de changer, mais est-ce que tu as suffisamment souffert dans ta situation pour te dire, bon, bah maintenant, je me Ouais. bouge et je vais le faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi, ça m'arrive énormément quand j'ai des discussions ou parfois je discute avec quelqu'un avant de faire un coaching et je lui dis, bon, bah, est-ce que tu as suffisamment douillé? Est-ce que tu es suffisamment motivé pour te dire, bon, bah, maintenant, je prends le temps d'investir sur moi, que ce soit du temps, de l'argent, etc. Et parfois, la réponse, c'est non. On se rend compte que dans le Ouais. fil de la discussion, c'est non, en fait. La personne, elle n'est pas encore prête pour ça. Et à ce moment-là, je dis, bon, bah, écoute, pas de souci, garde ton temps, garde ton argent. Si jamais tu veux revenir plus tard, parce que là, tu as atteint le fond, Ouais, bah, c'est vas-y, ça. let's go. Et ça, c'est quelque chose dont il faut en être suffisamment ouais, conscient, même d'un point de vue personnel, de se dire, parfois, il y a des gens qui se disent, ouais, j'ai pas la motivation. Bah, c'est généralement juste parce que tu n'as pas encore assez souffert de ta situation pour faire le Hmm. pas de te dire, bon, maintenant, voilà, la question c'est est-ce que tu souffres plus en étant dans ta situation actuelle ou est-ce que tu souffriras plus en faisant ce qui va t'amener à sortir de cette situation, entre guillemets? Est-ce que tu souffres plus en pesant 120 kilos ou est-ce que tu vas plus souffrir en descendant à 80 kilos, mais tu vas devoir douiller et faire du sport? Hmm. Lequel est le plus facile et lequel est le plus difficile? La souffrance à ce moment-là devient en fait la source de ta réussite finalement. Ah, complètement, complètement. Mais je pense, et parfois j'essaie de trouver d'autres raisons, parce que parfois on se dit, ouais, mais attends, ça veut dire qu'il faut souffrir et il faut être Frère. mal pour obligatoirement faire quelque chose de sa vie. Ouais. Et bah, parfois j'essaie de trouver non à la question comme réponse, Ouais, on aimerait bien, mais mais en vrai, la réalité, j'ai pas trouvé d'autres situations dans lesquelles, à chaque fois, moi je sais que personnellement, à chaque fois que je me suis bougé pour faire un truc, c'est parce que j'étais sous pression ou machin. Comme je t'ai dit juste hmm. avant, pour le sport, pourquoi est-ce que j'ai commencé le sport? Parce qu'à un moment donné, j'avais pas confiance en moi, il y avait un truc qui me dérangeait, et bam, je l'ai fait. Après, pourquoi est-ce que j'ai grindé de ouf sur tous mes comptes et créé autant de contenu pour les gens et réussir ce que je fais aujourd'hui? Parce que ouais, j'avais cette pression, j'avais cette peur et que je me disais, bah, je vais plus souffrir si jamais je ne réussis pas ce que je fais, plutôt que si je passe 50, 60 ou 70 heures par semaine à Hmm. bosser, mais ensuite réussir. Hmm. Donc ouais, je crois effectivement que généralement la souffrance, c'est un peu ouais, le métronome qui va lancer quelqu'un sur un chemin d'amélioration. Parce que j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de souci, pourquoi changer? Oui, c'est vrai. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, c'est ça, hein. Exactement, exactement. Mais aussi, finalement, parce que lorsque les gens ils sont dans leur situation, la situation initiale qu'on peut appeler une situation de confort, mais cette Mhm. situation de confort doit devenir tellement inconfortable pour qu'on puisse se mettre à faire les efforts suffisants pour en sortir. Voilà, c'est ça. Et là aussi, où il y a beaucoup de gens qui ont du mal et qui sont parfois un peu malheureux dans leur situation, Hmm. c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes et pensent être dans une position de confort, même si au fond, ils savent qu'ils ne sont pas vraiment confortables parce qu'ils se plaignent de plein de trucs. Et généralement, c'est comme ça que tu le sais que la personne, elle se sent elle-même. C'est que Hmm. c'est genre qu'elle est bien, mais il y a plein de petits détails où elle va se plaindre d'un truc ou machin de ah j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça ou j'ai pas fait de sport depuis tant ou machin ou j'ai envie de me motiver ou alors je vais faire du sport mais finalement la personne elle s'est pas levée le matin, tu vois, des trucs comme ça. C'est un conseil que je peux donner aux gens, et c'est vraiment pas facile, hein. Mais c'est de ne pas se mentir à soi-même Hmm. et de se rendre compte de quand il y a quelque chose qui va pas ou quelque chose sur lequel on n'est pas à l'aise, de pas faire
le cheval qui va dans une direction, mais justement d'être ouvert à ce truc et d'accueillir à plein bras cette souffrance. Et moi, c'est quelque chose que je trouve beau et c'est que comme ça que tu te transcendes. C'est en embrassant cette souffrance au maximum et d'en dégager la plus belle chose qui va être son développement personnel, que ce soit physique ou psychique. Dans le cas où tu es face à une personne qui a déjà pu mettre un pied à l'extérieur de la zone de confort, donc qui a déjà fait le premier essai, bon, qui s'y essaye et tout, mais bon, c'est vraiment dur. Au final, elle perd de la motivation à ce moment-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller à cette personne-là? Ce qui arrive très, très souvent. Bah, déjà, c'est quelque chose qui est normal. C'est-à-dire que ça arrive à littéralement tout le monde. Hmm. Aucune progression n'est linéaire. Ça n'est jamais linéaire. C'est toujours fluctuant. Et ça, c'est la vie qui est comme ça. C'est une réalité de la vie. C'est basique. C'est comme ça que le monde entier fonctionne. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Et personne ne va déroger aux règles. Si je lâche mes lunettes comme ça, elles vont tomber. Bah, c'est exactement la même chose pour pour la progression. Ce ne sera jamais linéaire. Point barre. Hmm. Donc déjà, prendre conscience de ça, ça permet premièrement de relativiser et de ne pas se dire, oh punaise, je suis vraiment nul et de se dévaloriser, de se dire, bah, je suis incapable du truc. Parce que ça, c'est un autre truc, c'est est-ce que la personne a la croyance qu'elle est capable de réussir ce qu'elle veut atteindre comme objectif? Ça, c'est encore autre chose. Hmm. Toutes les marches à gravir pour arriver au sommet ne font pas la même taille. Tu as des marches qui sont vraiment très grosses et tu as l'impression de passer un temps monstre à aller grimper, mais finalement, toutes celles d'après, elles sont super faciles. Tu te rends compte qu'en vrai, Ouais. c'est super facile. Jusqu'à ce qu'en vrai, il y en ait une prochaine d'après qui soit haute et tu te dis, punaise. Mais tu sais que tu as déjà gravi la première grosse, donc en fait, tu te dis, bon, bah, en fait, je peux vraiment le faire. Donc, ça serait de prendre conscience de ça. Et ça serait aussi de prendre conscience que, et ça me fait mal de le dire, hein, mais c'est que la motivation pure en elle-même, c'est un concept qui est vraiment surcoté. Hmm. C'est-à-dire que tu n'auras jamais la motivation tous les jours, tout le temps. Ça n'arrivera jamais. Même moi, le matin, le premier, j'ai la tête dans les fesses. Je me dis, pff. Mais bon, il y a autre chose qui prend place, autre que la motivation, et c'est la discipline. Et c'est ça qui fait vraiment que tu continues. C'est au début, OK, tu as la motivation de faire un truc. Et ensuite, une fois que tu t'es imposé cette discipline au quotidien, que ça devient une partie de toi-même, Hmm. tu finis par ne plus te poser la question. Et c'est marrant. Et un truc qui est extrêmement révélateur de ça, par exemple, c'est, bah, moi, du coup, de base, je vais à la muscu, je sais pas, 5, 6, parfois 7 fois par semaine. Donc, c'est vraiment une discipline. Vraiment, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que j'ai envie d'aller à la muscu ou est-ce que je ne vais pas à la muscu. C'est vraiment comme boire et manger. Hmm. Mais ce qui est marrant, c'est que je pars en vacances, comme là, je pars en vacances. Je ne m'entraîne pas pendant 1, 2 semaines. Le premier jour, pour retourner à la muscu, je me dis, j'ai vraiment la flemme. Mais genre, vraiment, j'ai la flemme. Et je suis honnête hein, par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que je sais ce qui va se passer après que je m'y sois remis. Je sais que je vais grave kiffer. Hmm. Et en fait, ouais, c'est pas tant une histoire de motivation en tant que telle, parce que la motivation, ça vient, ça part. Moi, le premier qui suis pourtant le gars qui va à la muscu. Mais ouais, c'est vraiment plus une question de discipline. Et c'est de mettre en place des habitudes parce que je suis convaincu que c'est vraiment nos habitudes qui nous définissent. Alors, montre-moi ce que quelqu'un fait toute la journée, tous les jours, et tu sais exactement dans quelle direction il va pointer. Hmm. Tu nous as parlé des croyances que l'on pourrait avoir Mm. justement sur est-ce qu'on n'est pas assez bon pour y arriver? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Comment Mm. est-ce que toi, tu arrives à combattre ça lorsque tu es face à une personne où tu vois ça justement? Bah, c'est marrant parce que j'ai eu un call par rapport à ça justement avec quelqu'un que je coach. C'était plutôt ce matin à 10h30. Hmm. Donc, globalement, de base, tout n'est un peu que croyance. Donc, à partir du moment, bon, alors dans une certaine mesure, hein, on va se calmer. Euh, à partir du moment où tu crois profondément quelque chose, tu peux vraiment en faire ta réalité. Et en fait, comment est-ce que la croyance fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on croit en des trucs et on ne croit pas en des trucs? Ce qui fait qu'on croit en des trucs, c'est que bah, nos expériences vont pointer dans une direction. Par exemple, je crois que là, si je lâche cette paire de lunettes, elle va tomber en dessous. Je ne sais pas si on va faire le test, c'est pas Tu très l'as pertinent. toujours pas fait en tout cas, hein. Tu l'as dit 2 fois, tu l'as pas encore fait. On attend, on attend. Est-ce que ça se trouve, en fait, genre j'ai menti depuis le début et je suis sur une autre gravité, ça a tombé. On va Ah ouais, tester. d'accord. Attention, l'auditoire est en attente, roulement de J'y tambour. crois. Ouais.
C'est C'est tombé. elle qui n'est pas là. Donc là, je continue de croire que ça tombera vers le bas. Hmm. Et parce que bah, toute ma vie, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est tombé vers le bas. Bon, ça, c'est une constante. Euh, et en fait, au fur et à mesure de nos expériences, on renforce les croyances. En fait, les croyances, c'est quelque chose qui se construit et qui se déconstruit. Et c'est à force de marteler une même croyance sur quelque chose qu'on va finir par y croire profondément et que ça va être ancré en nous. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut déconstruire nos croyances. Et ça, c'est génial. Et donc, par exemple, un exemple tout bête, moi par exemple sur lequel j'ai travaillé, Hmm. c'est j'avais la croyance que si je disais non à des gens pour les aider, bah, les gens allaient me détester derrière et allaient ne pas m'aimer, allaient me rejeter. Eh ben, j'avais cette croyance-là, et après, j'ai testé de dire non, 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 non. Alors, pas non méchamment, s'il y a vraiment quelqu'un qui avait besoin d'aide, voilà. Mais la différence, c'est que pour une fois, je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire au lieu de m'effacer pour faire plaisir aux autres. Et j'avais peur, j'avais cette croyance que si je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire et que je ne m'effaçais pas par rapport aux autres, bah, les gens allaient littéralement me rejeter, et ne plus me parler, et ne plus être amis avec moi. Et ce qui m'a fait déconstruire cette croyance, c'est plus le nombre de fois où j'ai dit non s'accentuait et où en fait il ne se passait rien et en fait c'était complètement normal parfois de penser à soi et de ne pas s'effacer pour prioriser les autres, et ben, au fur et à mesure, à force de ces expériences-là, bah, j'ai compris qu'en fait cette croyance elle était complètement fausse. Et Hmm. il y a une image que j'aime bien et je donne l'exercice vraiment aux personnes que je coach là-dessus, c'est d'imaginer comme un sac de graines. Et il y a des gens à qui je fais ça vraiment. Elles prennent des sacs de graines chez elles. Et tu mets deux sacs de graines. Le premier sac de graines qui est rempli avec ton ancienne croyance. Donc, par exemple, moi, en l'occurrence, si je dis non aux gens, les gens vont me rejeter. Donc, je croyais ça fermement parce que je me répétais. Donc, je mettais des graines dans ce sachet-là, qui est ma nouvelle croyance, qui est mon ancienne croyance. Et dans l'autre sachet, c'était en mode, bon, bah, si parfois je fais des trucs qui me font kiffer et que je dis non, bah, tant pis, les gens vont pas me détester. Mais comme j'avais plus de graines ici, bah, je croyais que les gens allaient me détester et j'avais pas de graines ici. Donc, je pensais pas que. Hmm. Et au fur et à mesure que je disais non, c'est comme si je déplaçais une graine d'un sac à l'autre. Tu vois? Et au début, bah, ce sac, il reste quand même toujours plus rempli que l'autre. Donc, je continue quand même d'avoir cette croyance qui est plus pesante. Mais à force de le faire au fur et à mesure, bah, c'est ce sac-là qui va commencer à devenir plus pesant que l'autre. Et c'est à ce moment-là exactement où la croyance s'inverse. C'est pas un chiffre qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est à force de stacker des graines comme ça que le sac va finir par peser plus. Machin. Et c'est comme ça que les croyances fonctionnent. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Et c'est probablement mon exercice préféré que je donne ouvertement à tout le monde pour changer une croyance ou pour prendre confiance en soi aussi. Ça marche aussi pour prendre confiance en soi quand on se dit, bon, bah, par exemple, j'ai pas, j'arrive pas à me lever le matin. Il y a plein de Hmm. gens qui ont cette croyance-là qui se disent, non, moi. Alors, bon, effectivement, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés à se lever le matin. Mais bon, tout le monde n'est pas comme ça. Et il y a des gens qui se disent, oh non, c'est pas possible, je suis pas comme ça. Et avant j'étais comme ça aussi. Et en fait, si tu changes ça en te disant tous les matins, bon bah, j'ai confiance en moi concernant ce truc-là, machin. Tu stacks des graines au fur et à mesure et tu prends confiance en toi là-dessus. Ou alors quand tu veux tester de nouveaux trucs, par exemple, apprendre à faire un salto, est-ce que tu as confiance en toi sur tes capacités à faire un salto arrière là tout de suite maintenant? Bah, ça va être non parce que tu l'as jamais fait, mais tu t'entraînes pendant un an à faire salto arrière, tu vas mettre des graines de l'autre côté de j'ai confiance en moi pour faire un truc. Et après, ça va te paraître complètement bateau comme faire des pâtes. Hmm. Et comment tu traites la notion de la peur au milieu de ça? Je pense que la peur est globalement à peu près toujours présente. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter en tant que tel. Et moi, j'ai un rapport qui est assez amical avec toutes ces émotions-là, avec toutes les Hmm. émotions de manière générale. C'est-à-dire que je suis convaincu que les émotions, elles sont là pour nous apprendre des choses. Elles sont Hmm. là pour nous dire, là, tu es en train de faire un truc bien, là, tu es en train de faire n'importe quoi, là, il y a ci, là, il y a ça. Et moi, mon analyse de la peur en question, en fait, je la vois vraiment comme une opportunité ouais, de me dépasser, de me transcender et comme une zone de progrès. En fait, dès Hmm. que je vois que j'ai de la peur sur un truc, je me dis, oh,
ça veut dire qu'il y a un truc encore sur lequel je peux progresser, tu vois. Hmm. Et ça ne fait que m'améliorer au quotidien. Donc, la peur, il faut l'accepter. Comme toutes les émotions, de toute façon, toutes les émotions, il faut les accepter, qu'elles soient positives ou négatives. En réalité, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'émotions positives ou négatives. Je pense qu'elles sont toutes là pour nous apprendre quelque chose et que c'est nous plutôt qui mettons des marqueurs en mode ah, je me sens triste à ce moment-là, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais non, c'est normal de se sentir triste à des moments comme ça. Hmm. Et donc, pour revenir sur la peur, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter pleinement. Il faut prendre ce parti pris un peu de comme si tu sautais d'un plongeoir dans une piscine. Tu te dis, maintenant, je passe le pas, je saute et let's go. Et 100% du temps, ça se passe bien. Il faut juste avoir cette croyance pour le coup que de l'autre côté de ta peur, il y a vraiment littéralement tout ce que tu as toujours voulu. Et moi, jusque-là, j'ai stacké des graines dans ce sac-là parce que à chaque fois que j'ai fait des trucs qui m'ont fait peur, systématiquement, il m'arrivait des trucs ouf et trop, trop bien derrière. Hmm. Et je connais assez peu d'exemples de personnes qui me disent ouais, il m'est arrivé des trucs ouf sans avoir eu peur de les faire avant. J'ai pu voir que tu avais fait des records. Ça t'est venu par rapport à ta relation à la peur. C'est comme ça que tu as pu te challenger jusqu'à te dire, bah tiens, je vais challenger le monde entier carrément. Euh, En vrai, c'est pas venu directement via la peur. En fait, c'est marrant, je me suis embarqué là-dedans à un moment donné parce que j'ai rencontré un gars qui faisait ça en compétition de la force athlétique comme ça. Et il m'a dit, ouais, tu devrais essayer. Ben, j'étais jeune à ce moment-là, j'avais quand même pas mal d'avance. Surtout qu'à l'époque, en 2017, c'était pas aussi euh, connu qu'aujourd'hui, tous ces trucs-là. Il m'a dit, ouais, t'es vraiment bien, tu devrais essayer. Et moi, au début, j'avais un peu, ouais, d'une certaine manière, j'avais un peu peur parce que je me disais, bon, comment ça va se passer? Est-ce que je vais pas perdre du temps? C'est pas forcément mon objectif de base, mais bon, voilà. Et après, je me suis dit, bon, le jour où je vais mourir sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir fait? Est-ce que j'ai envie d'avoir continué ma vie tranquille, pépouze, ou de m'être complètement dépassé? Et c'est un peu ça qui m'a donné un coup de pied. Moi, c'est quelque chose qui me donne un peu des coups de cravache au quotidien. En vrai, techniquement, c'est un peu une peur du regret, hein, complètement. Hmm. Mais c'est ouais, vraiment, j'ai vraiment pas envie d'avoir de regrets. Et je me suis dit, bon, bah, la manière dont j'aurai le moins de regrets, c'est en faisant ce truc-là. Et finalement, c'était incroyable, vraiment une des meilleures expériences de ma vie. Et c'était super satisfaisant parce que au moment où tu arrives à la compétition et vraiment tu exploses les records, euh, tu as l'impression ouais, de t'exprimer toi-même, à toi et au monde entier, tout ce sur quoi tu as travaillé depuis soit des mois ou des années. Et c'est satisfaisant en termes de fierté personnelle. Et surtout, ce qui est beau, c'est que ça rend tangible quelque chose physiquement, une idée de base qui est un peu intangible, qui est vraiment l'idée de progression, etc. Et c'est Hmm. qu'une fois que tu es arrivé sur place, que tu soulèves tes poids et que tu bats tes records, machin, que bah là, c'est ancré dans la réalité. Tu as soulevé telle charge, tu as telle plaque avec tel record, tu as telle ceinture, machin, etc. Et ça, c'est une beauté et un bonheur absolu que je recommande à tout le monde et que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment, c'est magnifique et ça fait énormément de fierté personnelle aussi. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça que ça fait de exploser ces records, quoi. Alors, Vraiment. les tiens ou ceux du monde, en fait, c'est ça, c'était un record du monde. Ouais, c'est ça. J'ai fait bah, un record d'Europe et deux records du monde. C'est énorme. Ouais, ouais, non, franchement, c'était. Et honnêtement, je m'y attendais pas. Mais mine de rien, en vrai, c'était quand même assez mérité parce que j'en ai bavé, mais beaucoup, beaucoup. Hmm. Et ah ouais, j'étais super content, quoi. Après, j'étais sur un nuage, c'était incroyable. Et ouais, franchement, cette idée de se dépasser, c'est encore plus prenant. Évidemment, ça rajoute une satisfaction personnelle de se dire, bon, bah là, genre, j'ai vraiment battu le record du monde, genre, incroyable, tu vois. Ouais. Mais dans ces moments-là, tu te compares quand même aux autres. Mais j'ai quand même toujours énormément de satisfaction à me battre moi-même et à chaque fois à mettre plus lourd et à chaque fois à progresser sur certains trucs. Et je Hmm. m'amuse tout seul à ça, tu vois. Genre, j'ai quand même cette fierté-là à chaque fois que je me dépasse ou j'augmente un poids.
Je suis en mode putain, bravo. Et vraiment, littéralement, je me check tout ça, je fais bravo Cédric, genre. Tu t'es battu, quoi. Et c'était encore un meilleur qu'avant. Enfin, bon, bref, c'est vraiment incroyable. C'est une de mes sensations préférées. Je pense que c'est probablement ce que je recherche au quotidien dans un peu tous les domaines de ma vie, que ce soit d'un point de vue sportif, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial, que ce soit d'un point de vue aider un maximum de gens, parce que c'est un peu Mhm. ma valeur principale qui est de, bah voilà, je veux impacter le plus de gens possible, je veux changer le monde pour rendre le monde plus heureux, plus gentil. Et plus je vais réussir à toucher des gens, c'est un peu mon go-to de réussir à impacter le plus de gens possible. Et c'est ça aussi que j'adore dans mon quotidien, c'est de trouver tous les moyens un peu différents possibles de toucher telle et telle personne, parce que comme je t'ai dit un peu avant, c'est chaque personne a un peu une sensibilité différente. Et Mhm. c'est ça aussi qui fait que je ne m'ennuie jamais dans ce que je fais. C'est que je dois toujours chercher à apprendre à connaître de nouvelles personnes, à faire de nouvelles rencontres pour capter des subtilités de telle personne est plus sensible à ça. Il y a des gens qui adorent se faire insulter, il y a des gens qui détestent ça, il y a des gens qui Mhm. aiment bien quand c'est doux, il y a des gens qui aiment bien quand on leur pose des questions, etc. etc. Et ça j'adore, c'est génial. Tu as parlé de cette capacité justement à pouvoir te féliciter toi-même. Est-ce qu'on peut considérer que tu as développé un peu ton propre meilleur ami finalement? Ouais. Ah ouais, c'est euh, quelque chose sur lequel je pense que j'ai pris conscience il n'y a pas très très longtemps. Ouais, ça doit faire un an ou deux à tout péter. En fait, je me suis rendu compte que, et c'est qu'on dit comme ça, mais c'est d'une logique implacable. La seule personne avec qui on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le jour et la nuit, dans les bons moments et dans les mauvais moments, c'est nous-mêmes. Tu vois. Et même quand tu es avec quelqu'un ou tu es avec ta moitié ou je ne sais quoi, bah mine de rien, tu es quand même toujours dans ta petite caboche d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit, bah, tu as intérêt à bien t'entendre avec cette personne. Parce que sinon, t'imagines être accompagné de quelqu'un toute ta vie et tu ne t'entends pas avec elle. Oh, la hantise. Mhm. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne s'aiment pas vraiment et qui ne passent pas de bons moments avec elles-mêmes. Et qui, quand elles se regardent, se disent ah, machin, j'aime pas ci, j'aime pas ça, machin, je réfléchis pas bien, je ne sais quoi. Et prendre conscience de ça et créer une relation avec soi-même, avec son corps, avec son cerveau, ses pensées, c'est important parce que ouais, tu es avec quelqu'un en permanence qui, alors ça fait un peu bipolaire psychiatrique, mais ouais, moi je sais que je me parle beaucoup à moi-même, dans les bons comme dans les mauvais moments, en mode je deviens mon propre psy. Par exemple, il y a un moment donné où je sais pas, je ressens de la tristesse ou il y a un truc qui me dérange, je vais me dire, ah tiens, pourquoi est-ce que je ressens ça? Et je vais me poser des questions à moi-même et je vais répondre un peu comme si, il y a un côté un peu schizo, mais en mode, tu vois, genre comme si, ouais, je me réponds à moi-même, j'analyse, en fait, je prends de la hauteur, c'est surtout ça. En fait, je prends de la hauteur par rapport à, ouais, à mes émotions, à ce que je ressens aussi. J'élève un peu ma conscience, un peu comme un grand frère et un petit frère, tu vois, Mhm. pour m'auto-conseiller et auto-comprendre ce que je ressens. Et ça, je fais ça dans les mauvais moments et aussi comme dans les bons. Mhm. Ou parfois, il y a des moments où je suis archi bien. Et là, je me dis en mode, finesse frérot, franchement, bien joué là, tu es en train de gérer. Là, t'es bien là. Un petit check, c'est trop bien. Et c'est dans ces moments-là où je me dis, punaise, oh, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être en vie. C'est une Mhm. dinguerie. Tu as un gros sens de l'analyse. En plus de ça, tu as quand même justement euh, une capacité physique et un regard de compétiteur par rapport à ça, au physique. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es aussi devenu plus exigeant avec le physique des autres, par exemple? Dans quelle situation, par exemple, Est-ce que si je dois... lorsque tu regardes, est-ce que tu as directement une vision critique? Euh, Est-ce que tu arrives à sortir justement de ce côté-là où, ah là, c'est pas forcément parfait? Non et oui, c'est-à-dire que d'un côté, bah, je sais que j'ai jamais vraiment critiqué quelqu'un pour son physique en tant que tel, parce qu'encore une fois, il y a vraiment cette question d'empathie de tu sais pas pourquoi la personne elle est comme ça, donc il y a quand même une forme d'humilité à avoir. Hmm. Après, oui, c'est-à-dire que dans la mesure où je passe une partie de mes journées à voir des physiques, à travailler des physiques, bon bah évidemment, en termes d'aspect purement esthétique, sportif, bah oui, effectivement, je sais à quoi ressemble un bon physique, ce sur quoi il faudrait travailler pour avoir un meilleur physique, être plus équilibré, etc.
Donc, j'arrive à améliorer ma critique sur s'améliorer, bien évidemment. Après, en termes de critique sur des personnes physiques, ça fait que, effectivement, genre, je n'apporte pas de jugement. C'est pas quelque chose qui a engendré un jugement de ma part sur le physique, ni de moi-même, ni des autres. Et ça, en vrai, je suis assez content de l'avoir remarqué parce que même moi, personnellement, quand il y a eu le confinement et que les salles étaient fermées et que j'ai perdu, mais j'ai pas mal perdu de muscles et je me rappelle, genre, j'avais des messages sur les réseaux sociaux en mode ouais, t'as perdu des bras, t'as perdu machin, blablabla. J'en avais beaucoup, hein, vraiment, j'en avais beaucoup. Et malgré tout, alors oui, certes, j'avais perdu, ça c'était indéniable, mais malgré tout, j'étais quand même bien dans ma peau, tu vois. Et il n'y avait pas de jugement direct sur la valeur de la personne par rapport à son physique. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, la valeur de quelqu'un en tant que tel, en tant que ce qu'elle est, en termes de conscience, en termes d'âme, appelle ça comme tu veux, n'est pas définie par son physique. Ça, c'est sûr et certain. Après, ça peut être des indicateurs de certaines choses, tu vois. Évidemment, ça peut être un indicateur que bon, bah, la personne ouais, elle est plus sédentaire que active ou telle chose. Après, il y a tout plein de raisons pour lesquelles tu peux être gros ou tu peux être maigre. Est-ce que toi, ton changement physique, le premier changement que tu as fait, le premier gros, est-ce qu'il a changé la manière dont les gens te regardaient? Encore une fois, c'est une réalité qui n'est pas cool à dire, mais la réponse c'est oui. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, à un moment donné, la première chose qu'on voit chez les gens, inévitablement, c'est le physique. Et bah, mine de rien, ouais, ça peut donner des indices sur des trucs, sur est-ce que la personne elle prend soin d'elle, est-ce que elle fait attention à tel ou tel détail, ou encore plein de choses, parce que mine de rien, inconsciemment, il y a tout plein de valeurs qui sont amenées par le fait de prendre soin de soi physiquement. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, le mec, s'il se bute à aller 5 ou 7 jours sur 7 à la salle, ça veut dire que le mec, il a quand même une certaine rigueur. Et c'est une rigueur qu'il doit probablement appliquer dans d'autres domaines de sa vie. Donc, consciemment ou inconsciemment, ça donne des informations. Ça fait effectivement que les gens vont t'aborder d'une manière un peu différente. Et par exemple, moi, genre en mode, bah, maintenant que j'ai de la barbe, heureusement. Non, mais ouais, ça donne un côté ouais, un peu plus sérieux. Je sais que si là je me rase la barbe, bah, limite on va me demander ma carte d'identité si un jour je vais dans un bar. Que ça donne tout plein d'indicateurs conscients ou subconscients qui font que oui, inévitablement, ça change le regard des autres de prime abord. Après, quand les gens apprennent vraiment à te connaître, bah, tu es quitté et que tu sois barbe ou sans barbe ou musclé, pas musclé, en principe, ça ne change pas grand-chose à ta personnalité. Tu as parlé de rigueur, justement. Est-ce que toi, tu as une routine? Tu as une routine aujourd'hui ou pas? Ah ouais, alors moi, les routines, c'est une histoire d'amour. Alors, ma routine détaillée, parce que du coup, je la connais par cœur parce que c'est ma routine. Ouais. Euh, alors, donc, la majorité du temps, je travaille de chez moi. Mhm. Il y a toujours des trucs, des tournages par-ci, par-là, des trucs à faire, machin. Mais en gros, ma routine de base, c'est je me lève à 7h30, je fais ma petite toilette, machin, petit déj, etc., que je finis à 8h30. 8h30, je vais à la muscu, donc je suis à la muscu à 9h. Je m'entraîne, je reviens chez moi, il est 10h30. Entre 10h30 et 11h, petite collation, bien, petit café, machin. Entre 11h et 13h, je travaille. 13h, 13h30. Voilà, d'ailleurs, dans ma routine de travail, première chose que je fais dans ma routine de travail, c'est je passe 1 heure à apprendre des nouveaux trucs. C'est quelque chose auquel je dédie toujours 1 heure à apprendre des nouvelles choses. Je lis, Mhm. j'apprends en ce moment, j'apprends l'arabe, tu vois. Je fais plein de choses différentes. Très belle langue. Très sympa, ouais. Et voilà, donc 11h, 13h, je travaille. 13h, 13h30, déjeuner. 13h30, 16h30, travail. 16h30, 17h, collation. 17h, 20h, travail. 20h, 20h30, dîner. 20h30, 21h30, travail. Et après, petite douche, petit bien. Et puis après, je me mets au dodo. Comme ça me permet d'avoir 9 heures de sommeil bien. Je sais que c'est parfait pour moi. Après, je répète. Évidemment, j'adapte quand soit à un moment donné, je dois partir ou me lever plus tôt, évidemment. Mais globalement, ça, c'est ma routine de base. Pas mal.
Est-ce Et que tu as une alimentation particulière, justement? Parce que ça, ouais, ouais. Bah oui, du coup. Donc, alimentation liée sport et objectifs sportifs. Mhm. Donc, globalement, là, actuellement, je peux te faire ma routine alimentaire exactement comme je t'ai fait ma routine de travail. Vas-y. Je suis partisan de. Alors, pas pour tout le monde, mais pour ceux à qui ça plaît. Et moi, je sais que ça me convient pour tout un tas de raisons. Mhm. Globalement, je mange tous les jours la même chose. Bon, là, je suis en vacances, donc je fais pas trop de diète. Mais quand je suis en, en période de travail, machin, bien, je mange vraiment strictement la même chose tous les jours pour deux raisons principales. La première qui est que ça correspond exactement à mes objectifs de sport. Et encore une fois, c'est mathématique. Si tu ingurgites tant de calories, tant de grammes de protéines, de glucides, de lipides pour ton corps, il va se passer ça dans ton corps si tu as l'entraînement qui va derrière. Donc, je sais exactement ce qui va se passer et ça me permet d'être rigoureux et d'atteindre vraiment mes objectifs. Mhm. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc par rapport à ça, c'est que ça me fait gagner un temps fou dans ma journée. Premier Mhm. temps fou qui est de ne pas réfléchir pendant 30 minutes à qu'est-ce que je vais manger. Pas trop de temps. Deuxième temps de fou qui est faire les courses. Où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ça. Et troisième temps qui est la cuisine. Parce que du coup, bah, j'ai mes trucs, je sais comment je les prépare. Bam, bam, bam. En 10 minutes, c'est prêt, c'est carré. Et ça me fait gagner un temps fou. Ça me permet d'avoir une tranquillité d'esprit, de ne pas me poser des questions, parce qu'on a suffisamment de choses auxquelles réfléchir. C'est clair. Donc moi, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour moi. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne convient pas de manger tous les jours la même chose, c'est incapable, etc. Et c'est tout à leur honneur aussi. Et généralement, on s'adapte, hein. Moi, j'ai des gens que je coach pour le sport qui me disent, non, c'est vrai que moi, je ne peux pas manger la même chose tous les jours. Et du coup, on fait des programmes avec des répartitions et des changements et ça marche tout aussi bien. Mais du coup, voilà. Donc, ma routine alimentaire, si tu veux tout savoir, le matin, je me fais une omelette avec des œufs, flocons d'avoine et une banane. C'est le matin. Après, à 10 heures, là en ce moment, je suis en mode haricots verts poulet. Après, à le midi, je me fais des sandwichs en mode pain complet, salade, thon avec un petit peu de mayonnaise. C'est le petit moment funky, funky de la journée. Après, à 16 heures, je me fais un shaker de whey avec des noix de cajou. Et le soir, c'est tomates cerises, salade, brocoli, un peu de vinaigrette et du poulet. Mhm. C'est ça. Donc voilà, et je mange ça tous les jours. Mhm. Par rapport à ton activité, par rapport aux gens que tu rencontres, par rapport à comment tu vois le monde aujourd'hui, est-ce que tu as un message en particulier que tu aimerais envoyer? Faites ce qui vous fait kiffer, euh, tout en aidant les autres à faire ce qui les fait kiffer. Moi, c'est un peu ma définition à moi de comment j'ai envie de vivre ma vie et du succès de manière générale. Mhm. C'est obtenir ce qu'on veut de la vie en n'empêchant pas les autres de faire de même et au mieux en les aidant à faire de même. Donc c'est un peu mon truc, c'est fais ce qui te fait kiffer sans nuire aux autres, fais preuve d'empathie, aide les gens, comprends les gens, et, et ouais, hein, je pense que c'est ça, et avec ça, je pense qu'il y a de quoi vivre une vie heureuse, hein. Il y a une citation d'Albert Camus que je voulais te partager. Dis-moi ce que tu en penses. Il Ouais. disait, nous habitons notre corps bien avant de le penser. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, ça fait énormément écho à quelque chose dans lequel je crois. Donc, nous habitons notre corps avant de le penser. Comment je le comprends et ce que j'en pense, c'est que de prime abord, on est esclave de notre corps avant de prendre pleinement conscience que ça n'est qu'une partie de ce qu'on est. Et il y a beaucoup de personnes qui probablement n'auront pas cette compréhension-là et ce stade de conscience d'elles-mêmes, de se dire, mais en fait, je suis autre chose que mon corps, je suis autre chose que toutes ces choses que je ressens au quotidien, que ce soit toutes les émotions. Et en fait, je crois, et je ne sais pas de quelle manière ou de quoi, je sais pas, j'ai pas ces réponses-là. Malheureusement, si quelqu'un veut bien descendre du ciel et nous les apporter, je suis preneur. De même. Malgré tout, ce en quoi je crois, c'est que
on est une conscience ou une âme, ou on appelle ça comme on veut. Mais je crois qu'on est une conscience intégrée dans un corps charnel qui est un corps humain. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'on est complètement capable d'aller à l'opposé de nos premiers instincts et des premières choses qu'on a envie de faire. Et malheureusement, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui restent juste habitants de leur corps et prisonniers de leurs désirs impulsifs. Et ça va être désir impulsif de manger n'importe quoi, de faire les trucs qui sont faciles, ne pas forcément travailler ou se bouger, faire du sport, etc. Parce que c'est plus facile. Le corps, il a envie de se protéger, il a envie de survivre. Donc, il va t'envoyer tous les signaux possibles. Ton cerveau va t'envoyer tous les signaux possibles pour que tu fasses le moins d'efforts possible tout le temps. Et en fait, beaucoup de gens, effectivement, ne se rendent pas compte qu'on est bien, bien plus que ça et qu'on peut complètement se détacher de nos instincts, de ce que nous dit notre cerveau de manière générale, de aussi nos émotions. C'est pas parce que tu ressens de la tristesse, c'est pas parce que tu ressens de la tristesse que tu es triste. C'est pas forcément parce que soudainement non plus tu ressens une joie immense que en fait tout va bien aussi. Et il faut réussir à faire ce truc-là. Et en fait, tant que tu n'as pas fait cette division et comprendre que tu es autre chose que les impulsions de ton cerveau et tes hormones, etc., etc., tu restes habitant et prisonnier de ton corps. C'est un peu la première étape de conscience. Et ensuite, deuxième étape de conscience, tu penses ton corps parce que tu arrives à détecter, OK, qu'est-ce qui se passe, Et c'est tout un travail à faire. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Et aujourd'hui, c'est incroyable. Parfois, je discute avec des gens et je dis, ah tiens, là, je sais par exemple que euh, je suis déshydraté. Là, j'arrive à sentir que je suis un peu en hypoglycémie. J'arrive à sentir ça. Ah, là, c'est parce que j'ai pas assez de sommeil. Ou là, c'est parce que machin, etc. Et apprendre à se connaître comme ça, c'est une merveille et ça te permet d'avoir une liberté incroyable dans toute ta vie. Mais effectivement, il faut faire ce pas-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, de manière innée, on habite notre corps, effectivement, bien avant de le penser, bien avant de prendre conscience de toutes ces choses-là et de faire tout ce cheminement pour ne pas seulement être esclave de ses désirs, de son corps et de ses hormones et de tous ces trucs-là, mais vraiment penser son corps, comprendre ce qui se passe et ensuite pouvoir prendre les décisions qu'on a envie, indépendamment de ce que notre corps et notre petite chair qu'on est nous impose. Donc ouais, on habite notre corps bien avant de le penser. 10 sur 10 le Camille. Écoute, il est très bon, hein, il est connu pour ça. Penser son corps, j'adore l'expression, on la garde, je pense, clairement. C'est validé. Merci à toi, Cédric, pour ce moment. Ça m'a fait extrêmement plaisir à toi aussi. C'était génial. Très bonne suite à toi. Avec grand plaisir, on reste en contact. Tous les gens qui vont regarder, go Insta, go faire des choses pour les gens, go aider tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, même si je ne vous vois pas maintenant. Je sentirai votre aura quand ça se passera. Ouais, c'est clair, c'est clair. On se tient au jeu. Je te remercie, Cédric. À bientôt. Plaisir, à très bientôt.